Salut à toutes et à tous, l'équipe du Tour est à Pau ce soir dans les Pyrénées-Atlantiques au terme d'une 5e étape sans surprise dominée par les sprinters. Un Français, Baptiste Weistrofer, a bien essayé de déjouer les pronostics, mais tout au bout des 158 km, c'est le Néerlandais Olaf Koy, coéquipier de Paul Sexas, qui s'impose au terme d'un sprint très nerveux. Il remporte sa première victoire d'étape sur les routes de la Grande Boucle. Et pour débriefer cette 5e étape du Tour de France, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'équipe qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir Julien Chénet. Bonsoir à tous. Bonsoir Thomas Perrotto qui fait son retour. Salut tout le monde. Et bonsoir à Éloi Touot. Salut tout le monde. Allez, c'est parti pour le 6e épisode de l'équipe du Tour 2026. Et comme tous les soirs, avant de débattre notre traditionnel tour de table, quelle image retiendrez-vous de cette 5e étape du Tour? Julien, je commence par toi parce que je crois qu'on a la même. Oui, c'est Marco Frigo sur le bord de la route en train de faire du stop parce qu'il était en retard à la sortie de l'hôtel et son bus était parti. Du coup, on s'est proposé pour l'amener sur le lieu de départ. Il a refusé, il a rigolé, il avait encore des DS, des assistants à côté de lui, mais c'était assez cocasse comme scène pour... je pense qu'elle va me rester un petit bout de temps, mais j'aurais bien aimé l'emmener au départ à Lannemezan quand même. Ça aurait été assez drôle effectivement dans la voiture. L'équipe, Thomas, quelle image tu retiendras? Mon premier podcast déjà avec Éloi Touot. Et en forme cette fois. Et la deuxième image, c'est évidemment Olaf Koy, un garçon qui le 28 mai avait 0 jour de course et un mois et demi plus tard, 4 victoires dans une étape sur le Tour de France. Éloi? Et moi je vais choisir Baptiste Weistrofer, une belle échappée seule pendant un petit moment et je crois qu'il a bien kiffé, donc moi je retiens cette image aujourd'hui. Une étape donc au scénario presque écrit d'avance avec un sprint pour conclure, mais un sprint en comité restreint à cause d'une chute, notamment à 5 km de l'arrivée d'un peloton très nerveux dans le final dans les rues de Pau. On aura l'occasion d'y revenir. Parlons d'abord du vainqueur, Olaf Koy, un néerlandais coéquipier chez Decathlon CMA-CGM de Paul Sexas. Premier sprint sur le Tour et déjà une victoire pour lui, Thomas. Ça démontre quand même un talent que d'autres n'ont peut-être pas, parce que avoir cette force là déjà dans les jambes, parce que son sprint, on va y revenir, il a quand même une sacrée dose de puissance. En un coup de pédale, j'ai l'impression qu'il a fait la différence à partir du moment où il se porte en tête. Et puis pareil, on en reparlera après, mais la saison 2026 qu'il vient de passer, elle est en tout point remarquable parce que, encore une fois, il a pas couru pendant 5 mois, il a eu un virus jusqu'à il y a 2 semaines et demie. Il n'était pas censé être sur le Tour de France. Le voilà sur le Tour de France et premier sprint massif, premier Tour de France, première victoire, c'est la classe. Julien, là-dessus sur la victoire de Olaf Koy, on va dire il n'y avait pas photo là non plus comme celle de Pedersen hier. Elle est nette et sans bavure. Après, les 2 grands favoris, Tim Merlier et Jasper Philipsen, ont eu de la casse entre guillemets dans leur rang. Donc avec cette chute qui s'est produite à 6 km de l'arrivée, ça a quand même désorganisé beaucoup de trains de sprinteurs. Olaf Koy était tout seul lui aussi, mais il a parfaitement suggéré en fait son sprint, à avoir pris les bonnes roues qui étaient celles d'Astana et il a lancé son sprint quand il a senti environ 200 mètres et suivant les préceptes de notre maître à tous Nicolas Pertuis, j'ai compté les coups de pédale. Fabuleux. Alors, il y en a 17 ou 18, je crois, sur 10 secondes, ce qui représente à peu près 110 tours minute, ce qui est une fréquence, je crois que Nicolas pourra nous le confirmer, assez classique chez un sprinter. Enfin, une victoire nette et sans bavure. Franchement, chapeau, premier sprint massif sur le Tour, première victoire. Bravo. Éloi, sur le sprint de Olaf Koy. Alors, il finit seul effectivement Olaf Koy, mais il peut aussi remercier Sesbol, son poisson pilote, pour expliquer un tout petit peu en fait à 500 mètres, il y a un dernier virage en équerre. Et Sesbol fait quelque chose d'intéressant, il prend le virage un peu plus large. Et en fait, ça crée une cassure avec Girmay et notamment Philipsen, qui sont aussi les 2 gros sprinters. Et donc, en fait, je pense qu'il peut aussi le remercier. Alors, il gagne nettement, Olaf Koy, mais Sesbol fait aussi un très bon travail qui crée en fait une mini cassure et qui lui permet de gagner avec pas mal de mètres d'avance, en fait. Kisbol qui revient de loin. Qui revient de loin, en plus. Ouais. De coup d'épaule à Turgis pour se frayer un chemin. J'avoue, j'ai re-regardé le sprint juste avant de revenir. Et je sais pas pourquoi, dans un premier temps, j'étais persuadé que c'était Olaf Koy qui essayait de remonter sur Kisbol, mais à aucun moment il le dépasse, je comprends pas, c'est pas normal. Et en fait, non, c'était bien Koy qui était devant et Kisbol qui est venu se mettre derrière. Alors, on essaye toujours de remettre dans le contexte un petit peu les noms, parce que nous, il nous paraissent évidents, on est des suiveurs assidus de la chose cycliste. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui finalement ne suivent que le Tour de France. Olaf Koy, Thomas, il sort absolument pas de nulle part. Non, c'est sa 51e victoire aujourd'hui, 24 ans. Il est arrivé cet hiver de l'équipe Visma Lease a Bike où il avait déjà quand même fait beaucoup de choses. Il a gagné sur le Giro à 3 reprises, dont 2 fois en 2024 si je dis pas de bêtises. Il a gagné aussi à Paris-Nice.
Honnêtement, ces dernières années, on l'a présenté comme un des futurs très grands sprinters du peloton, un peu dans un profil différent, mais dans la même casque de Jonathan Milan, parce qu'ils sont à peu près de la même année. Donc non, il sort pas de nulle part. Decathlon a fait un gros effort financier pour le faire venir, avec 3 membres de son train. Donc Kees Bol qui est là aujourd'hui, il y a Dan Houle aussi, et le troisième c'est Rob Guiss qui n'est pas sur le Tour de France, mais qui a été recruté en même temps qu'Olaf Koy pour former un sprinter et son train et empiler les victoires. Alors ça s'est pas tout à fait passé comme ça cette année, mais quand Decathlon, CMA, CGM décident de faire venir Koy, ils savent qu'ils s'assurent à minima 15 victoires par an. Julien, Ça valide tout de suite ce pari de partir avec 2 leaders sur le Tour. Dès la première occasion, il met au fond. Ça va lancer une bonne dynamique, je pense, dans cette équipe. Surtout à la veille du premier grand test pour Paul Sexas. Donc c'est de bon augure pour cette équipe, forcément. alors justement, je voulais y venir, ça valide quelque part la stratégie de Decathlon CMA CGM sur laquelle on s'était légitimement posé la question dans le premier épisode de l'équipe du Tour cette année. Voilà, chasser 2 lièvres à la fois, oui, c'est a priori possible. En tout cas, à minima, ils en auront au moins chassé un premier avec succès. On le rappelle, il y a donc Olaf Koy pour les étapes et Paul Sexas pour le classement général. Éloi. Non, mais bien joué à Decathlon d'avoir mis Olaf Koy sur ce Tour de France. Je crois que Thomas était au quart, mais Nicolas Prudhomme a parlé justement que ça allait aussi enlever un peu de pression à Paul Sexas pour la suite. Effectivement, les regards ne seront plus tournés que vers Poxessel, on va dire, sur Decathlon, même s'ils seront globalement tournés vers lui. Mais voilà, ça enlève un peu de pression et ça amène de la confiance dans l'équipe. Donc non, bien joué à Decathlon d'avoir fait ce pari-là sur ce Tour. Tu confirmes, Thomas? Ouais, d'autant qu'ils ont pas ils ont bouleversé l'équipe évidemment parce qu'ils ont inclus donc Kees Bol et Olaf Koy, mais ils ont pas non plus fait de grandes révolutions. Ils sont pas venus à 4 ou 5 sprinters ou poisson pilote pour Olaf Koy. Et c'est Mark Henshaw qui disait ça. Bah nous on n'est pas Alpecin, on n'est pas Soudal Quick-Step. On n'a pas les mêmes moyens en termes de sprint sur ce Tour de France là, mais avec un effectif réduit. Je mets des guillemets à réduit évidemment, mais on peut aussi exister. Donc oui, ça légitime totalement la stratégie de Decathlon qui était critiquée, mais à juste titre, hein, parce que quand il y a autant d'attentes placées en un garçon comme Paul Sexas, on peut se dire à quoi ça sert de balancer dans les pattes un sprinter et son poisson pilote. Or aujourd'hui, bah voilà, c'est une récompense et d'ailleurs, je crois que j'avais fait une petite erreur lors du premier podcast où j'avais dit qu'en 2019 UAE avec Pogačar était venu avec Alexander Kristoff. C'était à l'époque, c'était Gaviria qui était chez UAE et qui avait remporté une étape sur la Vuelta, ce qui n'avait pas empêché Tadej Pogačar de finir 3e de la Vuelta. En revanche, l'année suivante, en 2020, il y avait bien Kristoff dans l'équipe UAE et ça n'avait pas empêché Tadej Pogačar de gagner. Julien, est-ce que ça enlève de la pression justement à Paul Sexas de ton regard, on va dire, de suiveur? Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Nicolas Prudhomme? Le Tour est déjà réussi pour Decathlon avec cet objectif d'une victoire d'étape. Évidemment, si Paul Sexas n'arrive pas à être à la hauteur de ses propres ambitions, être loin du top 10, etc., forcément, ça sera une déception, mais là, ça va apporter un peu de légèreté en vue des étapes décisives qui vont commencer à être décisives pour Paul. Donc, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça lance une bonne dynamique. En tout cas, Olaf Koy et Paul Sexas qui ont été questionnés justement sur cette question de la pression sur le plateau du diffuseur juste après la fin de l'étape. Ils ont je sais pas si c'était un fait exprès, mais ils ont méthodiquement évité justement cette question de la pression. En tout cas, il y a quelque chose qu'a dit Olaf Koy qui me paraît intéressant. Il n'y aura pas joué le maillot vert. Ça veut dire aussi que très clairement, on met l'accent autour de cette nécessité de faire un très très bon classement général. Thomas, pour Paul Sexas, ça vraiment, on change pas d'objectif, on est clair et net là-dessus. Oui, c'est la priorité d'envisager un classement général le plus haut possible pour Paul Sexas. Olaf Koy l'avait dit juste avant le début du Tour que en début d'année, enfin presque en décembre en fait, quand il s'était exprimé pour la première fois dans le cadre de son arrivée chez Decathlon que le maillot vert était un objectif. Là, il a dit que ça ne l'était plus. Après, il a gagné une étape. Il reste 2-3 étapes de sprinter. S'il gagne 4 étapes, le maillot vert, il viendra de lui-même. Ça sera pas un objectif, c'est-à-dire qu'ils vont pas tout faire dans les sprints intermédiaires pour placer Olaf Koy. Mais attention. Julien? Oui, parce que avec le nouveau barème, une victoire d'étape, c'est 70 points
pour les étapes dites vraiment pour les sprinteurs. Et là, rien qu'en s'imposant aujourd'hui, il avait marqué aucun point, mais avec ses 70 points du jour, il figure déjà au 5e rang devant Tim Merlier, qui est un candidat déclaré, et il n'est qu'à 9 points de Bian Girmay. Bon, après, Pedersen est toujours bien en tête avec 143 points, mais de fait, s'il gagne 3 étapes, ça peut devenir un objectif. Si en dernière semaine, il voit qu'il est dans le coup, ils vont pas se priver de jouer les sprints intermédiaires pour éventuellement décrocher un maillot vert. Avec donc Olaf Koy et son leader Paul Sexas qui au passage termine aujourd'hui avec les leaders sans aucune difficulté dans le final, car oui, cette étape était très attendue, donc je le disais, par tous les sprinters. Cela faisait depuis 2015 qu'ils n'avaient pas eu à patienter autant de temps pour se disputer le premier sprint massif sur le Tour. Forcément, ça promettait un final nerveux, on craignait une chute et elle est arrivée, Eloi, à 5 km de l'arrivée avec 15 coureurs au tapis. Elle est arrivée et donc au quart d'Alpecin Première Tech, c'est le coureur belge Edouard Plancart qui parlait justement de cette pression. En fait, il y avait tellement d'attentes qu'il y avait beaucoup plus de pression dans le peloton. Et donc, ce qui a amené cette chute à 5,7 km, je crois, pour être très précis. Donc oui, il y avait de l'attente parce que attendre 4 étapes, forcément, c'était un peu une sorte de rentrée scolaire pour les sprinters, en retard, mais rentrée quand même. Et donc oui, il y avait plus de pression, plus ça frottait un peu plus, donc voilà, cette chute elle est pas non plus si étonnante quand on écoutait les coureurs presque. Oui, c'est du classique, hein. On avait assisté déjà à des choses pareilles l'année dernière, notamment sur les premières étapes de sprint, Julien. Oui, et puis le final était relativement technique avec des aménagements urbains. D'ailleurs, la chute s'est produite à un virage où il y avait des aménagements. Donc c'est du très grand classique. Il n'y a pas eu non plus un énorme crash qui a envoyé 30 coureurs à terre. Et faudra surveiller l'état d'Alex Molenaar qui, semble-t-il, est le premier à être tombé. Et qui a eu du mal à se relever, qui a été le dernier à se relever en tout cas. Voilà, tout à fait. Et Jasper Stuyven aussi, je crois, était dans la chute. Oui, c'est juste. Ouais, tout à fait. Le maillot jaune aussi a été impliqué. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'il est tombé, pas tombé? Chez UnoX, ils avaient même eux-mêmes pas l'air de trop savoir. Sig Christiansen, l'un des DS, me disait que non, il est pas tombé, et là, s'était ralenti, tout va bien, mais en fait, sur les images à l'arrivée, de toute évidence, il avait le genou droit écorché, la poignée, la cocotte de frein qui était aussi tordue, et il a confirmé lui-même qu'il est tombé, mais visiblement, ce ne sont que des plaies et rien de sérieux pour la suite. Et l'essentiel pour lui, c'est de ne pas avoir perdu du temps. C'était l'inquiétude principale au sein du staff. Est-ce qu'il a perdu du temps, pas du temps? Et puis finalement, il n'y a pas eu de cassure enregistrée, donc il préserve son avance sur ses premiers poursuivants. Et notamment ces 8 minutes d'avance sur, en gros, 8 minutes d'avance sur Tadej Pogacar, sur Remco Evenepoel, sur Jonas Vingegaard, sur Paul Sexas également. Est-ce qu'il pourra garder demain son maillot jaune dans la première grande étape de montagne? Je sais pas qui veut aller sur ce terrain-là. Vas-y, Julien, est-ce que c'est jouable pour lui? Ils sont confiants chez UnoX, parce que c'est pas n'importe qui. Train, il a fait un top 10 l'an passé sur la Vuelta, il a des belles références en montagne, et demain, si les circonstances sont normales, on va dire, il pense qu'il va garder son maillot jaune. Lui le croit aussi, tout en précisant, si jamais Pogacar attaque dès le Tourmalet, tout est possible, et effectivement 8 minutes, ça peut paraître bien maigre. S'il attaque dans le Tourmalet, les autres ne suivront pas non plus, donc ça devrait aller. Je voulais juste rajouter sur la montagne, je me souviens de lui à la Vuelta l'an dernier, où quand il avait pris le maillot rouge de leader, il y a 2-3 étapes où on le voit se battre vraiment très bien. Alors je le prononce très mal, mais il y avait une étape à Alto des Moirado, un truc comme ça. C'est Giulio Pellizzari qui avait gagné, et Thorsten Tren, qui était aussi le maillot, qui était leader à ce moment-là, s'était battu comme un beau diable. Il avait terminé, je crois, à même pas 50 secondes de Pellizzari, de Pidcock et de Jay Hindley. Je me rappelle bien de cette étape. Et on s'était dit, bah ouais, non, mais il grimpe vraiment bien. C'est un mec qui a gagné le maillot de meilleur grimpeur sur le Tour des Alpes il y a quelques années, qui a gagné une étape au Tour de Suisse. Enfin, si on est un pur sprinter et qu'on ne sait pas passer les bosses, on gagne pas ce genre d'étape. Affaire à suivre donc dans cette étape jeudi, cette première grande étape pyrénéenne, avec notamment, je vous en parlerai un petit peu plus tard, le Tourmalet à franchir dans cette journée promise aux sprinters. Un homme, un seul, a malgré tout essayé de fuguer dès le départ, finalement repris à 14 km de l'arrivée. Retenez bien ce nom si vous ne le connaissez pas, Baptiste Weistrofer, le breton, le finistérien, surnommé le sanglier de Fouesnant. On l'a vu aujourd'hui, on risque de le revoir d'ici la fin de la course, Éloi. Ouais, c'est un peu son ADN, il est souvent devant. Cette année, il a déjà accumulé plus de 1600 km d'échappée. Je crois que ça en fait le coureur le plus devant. Alors moi j'avais même compté plus de 2000, mais plus de 2000. Bon, bah écoute, il y a des chiffres qui diffèrent, mais en tout cas c'est énorme. Quand il allait chercher son pain. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Pour savoir, il en a encore fait 200 depuis l'arrivée.
Il s'est fait un road trip tout seul, lui qui est amateur de road trip en Asie. Donc là, il s'est fait son road trip français de l'été. Et je crois qu'il a bien aimé. Voilà, je pense que c'était aussi une façon pour lui, il l'a dit, de dynamiter un peu la course après l'absence d'Arnaud Delis, donc le leader de Intermarché Lotto, qui a abandonné après la 3e étape et qui était aussi partenaire de chambre avec lui. Donc voilà, je pense qu'il avait à cœur de dynamiter un peu tout ça, de se faire plaisir. Et je crois que le contrat est rempli à la fin de la journée. Julien. Oui, c'est un coureur très atypique. Il était déjà surnommé le sanglier du temps où il faisait du triathlon. Et je lui avais demandé pourquoi. Il m'a dit sans doute parce que j'étais déjà bourrin. Voilà, c'est quelqu'un qui a un franc-parler, qui s'embarrasse pas de précautions dans ce qu'il raconte. C'est un bon client pour nous les médias, on peut dire aussi, qui est arrivé assez tard au vélo. En fait, il travaillait, il a une licence en génie climatique et quand il a commencé à bosser, il s'est rendu compte que en fait, faire du triathlon, il y a 3 sports. C'est trop compliqué pour moi de continuer à m'entraîner sur 3 sports. Il était à un niveau régional en triathlon. Il s'est mis au vélo et il a fait, dès sa 2e saison amateur, il avait des super résultats avec le club de Loudéac. Il a intégré ensuite l'équipe réserve d'AG2R. Il n'a pas eu l'opportunité de passer en World Tour chez eux, mais il a pu rebondir chez Lotto. Et chez Lotto, il a trouvé un cadre où il pouvait un peu plus s'exprimer, voilà, comme tu disais, Éloi, son ADN d'attaquant. Et en fait, il s'ennuie dans un peloton. Et du coup, donc là, c'est pour ça que là, il a le nombre de kilomètres record dans le peloton échappé. Et j'étais là sur le Tour de Maine quand il a gagné sa première victoire. Et il avait le sentiment, et déjà en échappé, il avait fait un numéro assez extraordinaire. Et il avait couru plus juste en fait, parce que souvent on lui faisait le reproche, t'as sans doute le moteur de Thomas de Gendt, t'es aussi fort que lui, mais tu cours bien moins que lui. Donc faut que tu progresses là-dessus, être un peu plus intelligent. Et c'est ce qui lui a permis de gagner ce jour-là. Et bon, là, c'était dans un autre cadre, kilomètre zéro. Je pense qu'il avait besoin un peu de se libérer les jambes après le travail qu'il a pu faire avec Arnaud Delis. Et c'était tout sauf une échappée publicitaire aujourd'hui parce que il a quand même été devant pendant 130 ou 140 km. À 15 km de l'arrivée. À 15 bornes de la ligne, donc ça veut dire pendant 140 km à peu près. 45 km/h de moyenne, quasiment, sous cette chaleur. Enfin, je veux dire, il y est pas allé juste pour montrer le maillot. Il y allait parce qu'à un moment, il croyait bien qu'il pouvait l'emporter, Éloi. Je pense, comme l'a dit Julien, je pense qu'il voulait vraiment faire libérer les jambes et se détendre. Je pense que ça le démangeait. Faut voir après sur la pertinence. Je pense qu'il y a d'autres étapes où il pouvait vraiment aller chercher la victoire. Peut-être qu'il a aussi perdu beaucoup d'énergie aujourd'hui pour rien. Julien me dit non de la tête. Mais il faudra voir sur les prochains jours. Voilà, une échappée de 140-135 km tout seul, c'est jamais anodin non plus. Donc faut voir aussi dans les prochains jours. Je pense que c'était aussi un moyen il a été libéré des responsabilités de chaperon d'Arnaud Delis et voilà, là, il avait le droit de jouer sa carte et il l'a saisi immédiatement. Ouais, il rongeait son frein à Barcelone, il avait accompagné Arnaud Delis qui était devant la voiture balèze et c'est jamais des journées agréables, donc voilà, je pense qu'il lance son tour aussi de cette manière-là. On peut difficilement en vouloir aux coureurs aussi quand même malgré tout. Alors là, je parle pas de Weistrofer, je parle des autres. On peut difficilement en vouloir aux coureurs de pas forcément avoir désiré aujourd'hui partir en échappée après ce début de tour très difficile, Julien. Moi, je suis assez en colère parce que quand j'ai regardé le profil de cette étape ce matin, on en a parlé dans la voiture. On n'était pas d'accord sur le. J'étais persuadé qu'il allait avoir une bataille monumentale pour l'échapper à la veille d'une étape de montagne où les baroudeurs savaient n'avoir aucune chance. Il y avait ce final punchy avec cette côte de 4e catégorie, 1 kilomètre à près de 9%, qui était pas si loin de l'arrivée à une trentaine de bornes, je crois, mais qui était précédé par d'autres bosses. Et je pensais qu'il y avait moyen de mettre à mal les équipes de sprinteurs. Finalement, il a été seul, Weistrofer, mais on peut comprendre les coureurs après ce début de tour effréné, des moyennes de fou et cette température extrême. Ils avaient peut-être besoin de souffler pour la plupart à la veille des Pyrénées. C'est devenu de plus en plus courant, Thomas, ces dernières années, quand même, qu'on voit ce genre d'étape un petit peu escamotée par le peloton. Là, on a même entendu carrément à la radio, c'était Roman Kreuziger, je crois, l'un des directeurs sportifs de Bahreïn, qui a dit à Matej Mohoric, non, n'y va pas, garde des forces. C'est aussi les directeurs sportifs, enfin l'encadrement sportif qui bride un petit peu les coureurs. Oui, mais certes c'est triste, mais c'est en même temps logique. Enfin, vu la difficulté de ce qui va arriver, vu la difficulté de ce qui vient de se coltiner avec la chaleur. Et puis c'était la première étape dédiée aux sprinteurs. Les sprinteurs ont dû attendre 5 jours pour avoir une étape. On savait très bien aujourd'hui qu'il y aurait un sprint massif. Alors bon, vaut mieux que Baptiste Weistrofer aille devant plutôt qu'on ait un long pensum de 180 bornes avec un peloton groupé et que la course se mette en route à 3 km de l'arrivée.
arriver. Mais oui, c'était une échappée un peu vaine, ce qui n'enlève pas au mérite de Weisstroffer, mais c'était une échappée un peu vaine. Et moi, je comprends que les coureurs ne veuillent pas y aller devant. C'est chiant pour le spectacle, c'est chiant pour nous, mais je peux comprendre. On peut le comprendre effectivement. Quelque chose à ajouter sur Baptiste Weisstroffer? On risque de le revoir 2 ans de plus du côté d'Intermarché Lotto. Normalement, la brève est en train d'être publiée. Il va prolonger à Intermarché Lotto. Bon, eh bien voilà, ça au moins c'est dit. Un dernier mot et après je vous laisse filer, messieurs, sur Alex Baudin qui est allé chercher un point. Il a sprinté avec Molénard justement en haut de la seule difficulté du jour. Il est allé chercher un point sur le classement du maillot à pois. Ça veut dire peut-être que ça devient un objectif pour Alex Baudin? De toute évidence, oui, et je pense qu'il a les moyens de Bon, après demain, j'ai pas calculé le nombre de points, mais avec le Tourmalet, 96, merci Thomas. C'est totalement hasard. Avec le Tourmalet, c'est 20 points, l'ascension finale qui est en deuxième C'est en catégorie. deuxième catégorie, ça doit pas être beaucoup. 5 points, bon évidemment, il y aura beaucoup Il y a plus une de points en quarantaine de jeu points demain. Allez, voilà. qu'il n'en a pour l'instant au classement. Celui-ci risque d'être bouleversé, mais Baudin, il va sans doute se... C'est sa petite échappée à lui aujourd'hui. Oui, et puis un point à prendre n'est plus appris. Non, pardon, je vais la refaire. Un point pris n'est plus Un point pris n'est plus à prendre. On ne peut pas prendre 1000 fois un point, mais non, Non, mais le Tourmalet n'arrive pas, c'est pas le sommet final demain, donc on n'est pas à l'abri que une échappée bascule en haut du Tourmalet. Voilà, tout dépend aussi je pense, d'un homme Tadej Pogačar demain. Mais voilà, le Tourmalet, leur catégorie ne finit pas demain, donc je pense Baudin sera à l'avant sera l'avant demain, donc il n'est pas impossible qu'il franchisse le col en premier. On verra si vous avez bien pronostiqué. Merci Julien, merci Éloi, merci Thomas, vous avez été parfait. Je vous libère. Moi, je vous parle tout de suite de la 6e étape du Tour de France. Jeudi 9 juillet, la 6e étape de ce Tour de France va permettre au peloton de prendre de la hauteur. Une journée en montagne, la plus difficile des étapes pyrénéennes cette année entre Pau et Gavarnie-Gèdre, en tout 186 km 200 à travers les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. 5 ascensions au programme, même si les 2 premières, les côtes de Loucru et de Mauvezin, ne devraient pas faire de gros dégâts. Le premier col du jour commencera, lui, au kilomètre 106 à Haro. Le peloton empruntera les premiers lacets du col d'Aspin. Première catégorie, 12 km à 6,5% de moyenne avant de redescendre vers Sainte-Marie de Campan pour entamer l'ascension du géant des Pyrénées, le col du Tourmalet, franchi pour la 87e fois dans l'histoire du Tour, hors catégorie de 11 km 700 à 7,3% de pente moyenne. De quoi amener le peloton pour la première fois sur ce Tour à plus de 2000 mètres d'altitude. Il restera alors 40 km à parcourir, une descente vers Luz-Saint-Sauveur d'abord, puis l'ascension finale, inédite sur la grande boucle vers Gavarnie-Gèdre, près de 19 km à 3,7% de moyenne, classé en 2e catégorie. Alors, faut-il s'attendre à voir les favoris se livrer une première bataille d'ampleur sur ce Tour de France? Le maillot jaune Thorsten Trein parviendra-t-il justement à conserver sa précieuse tunique? Des échappés parviendront-ils à prendre les devants et se disputer la victoire? Réponse jeudi, peu avant 18h, et nous on se retrouvera juste après pour un nouvel épisode de l'Équipe du Tour, un podcast réalisé par Mathieu Roclago. Je vous dis à demain.